Chères auditrices, chers auditeurs, vous écoutez RFI Roumanie et c'est l'heure de votre émission Le Micro du Soir. Aujourd'hui, j'accueille pour la seconde fois le proviseur du lycée français Anna de Noailles de Bucarest, Simon Valette. Notre premier échange date d'il y a 2 ans. Ce fut en février 2024. Il était donc nécessaire de faire le point avec le responsable de cet établissement important de la capitale. À l'époque, il démarrait à peine sa mission. Originaire de Lyon, professeur de lettres, Simon Valette a commencé à enseigner dans des quartiers dits prioritaires. Il n'avait que 23 ans, avant de prendre le poste de proviseur adjoint en 2013 dans un lycée de Lyon. Simon Valette, bonsoir et bienvenue à nouveau au Micro du Soir. Bonsoir Laurent, merci de m'accueillir, c'est un grand plaisir pour moi de revenir. Pour nous également. Alors, lors de notre premier entretien, nous avions notamment parlé des relations entre les élèves et les nouveaux outils de communication. C'est un sujet que nous allons aborder à nouveau. Mais avant cela, quel bilan faites-vous de vos 2 premières années au lycée français, sans trop s'épancher parce que nous avons d'autres sujets à aborder? Bien sûr, c'est un bilan très enthousiaste. Passé l'excellente surprise de la prise de poste, j'ai trouvé un établissement très divers, très complexe parce que nous accueillons 1063 élèves, nous avons beaucoup de sections, beaucoup d'enjeux, nous avons des élèves entre 2 ans et 18 ans, donc il faut s'occuper de tout le monde, de la maternelle au lycée. C'est un établissement, quand je l'ai trouvé, qui traversait une petite crise d'identité. On se demandait où on allait, si on était un lycée français ou un lycée international. Nous avons mis en place avec l'équipe de direction de l'établissement, que je salue, une enquête auprès de tous les membres de la communauté, les parents, les personnels, les professeurs en particulier, mais aussi les élèves. On s'aperçoit qu'on a 4 missions clés, 4 marqueurs forts de notre identité. Tout d'abord, l'excellence. Quand je parle d'excellence, c'est bien sûr l'excellence académique. On a d'excellents taux de réussite, d'excellents taux de mention au baccalauréat, bien sûr. Mais l'excellence, c'est avant tout porter chaque élève au meilleur de ses aptitudes. Ça veut dire que nous développons un pôle inclusion pour venir en aide à tous les élèves qui en ont besoin, des élèves qui auraient des difficultés en maîtrise du français, des élèves qui seraient en difficulté dues à des dyslexies, à des troubles des apprentissages. Donc on a des enseignants spécialisés, des psychologues. Nous formons toutes les équipes sur ce point-là. Et ça, excusez-moi, je vous coupe. Ça, je trouve que c'est un point très important. C'est l'excellence. C'est pour chaque élève. C'est pas simplement s'intéresser au meilleur. Non, parce que sinon, on serait un établissement dans lequel on ferait de la compétition, en fait. C'est-à-dire qu'on garderait les meilleurs élèves et puis on s'intéresserait moins aux autres. C'est contraire à notre philosophie, c'est contraire à nos valeurs, puisque nos valeurs, c'est la solidarité, c'est l'égalité. Donc, bien sûr qu'on va aller au plus près de la difficulté de chaque élève, d'affiner tous les parcours pour que les élèves s'épanouissent et trouvent leurs points forts. C'est vraiment l'objectif. Alors, à Bucarest, il y a de la concurrence entre les établissements privés tels que le lycée français. Comment évolue-t-elle cette concurrence? Est-ce que vous diriez que quelque part, le marché, excusez-moi de l'appeler comme ça, c'est peut-être pas le bon terme, est-ce qu'il est en train d'arriver à maturité? Déjà, Laurent, je vous arrête sur un point. Le lycée français est effectivement un établissement privé, mais c'est un établissement qui a une mission de service public. Je veux dire que nous accueillons, nous devons accueillir tous les citoyens français. Et pour celles et ceux d'entre eux qui auraient des difficultés de paiement, puisqu'il y a des frais de scolarité, l'excellent service consulaire propose des bourses. Donc c'est un établissement qui est public pour tous les Français. De fait, on est à Bucarest dans un marché de l'éducation. C'est un marché extrêmement dynamique. Depuis 4 ans, à chaque rentrée scolaire s'ouvre un nouvel établissement privé, en général international. Donc, en Roumanie ou à Bucarest? À Bucarest, particulièrement. Chaque année, un nouvel établissement soit un nouvel établissement qui est créé de toutes pièces, soit un établissement qui existe déjà et qui se développe. Je pense à la Cambridge School qui se développe grandement, qui construit des bâtiments. Je pense à d'autres établissements qui sont vraiment sur des dynamiques de croissance. Donc c'est effectivement un marché très dynamique. Je crois que là, il faut rester
extrêmement prudent sur ce point-là, parce que l'éducation est certes un marché, mais c'est un marché très spécifique. Je veux dire qu'on ne peut pas avoir un retour sur investissement. Je le dis aussi pour nos auditeurs, que ce soit bien clair, le lycée français Lannoy est adossé à une fondation à but non lucratif. Donc le but du lycée français, c'est d'éduquer, pas de faire du profit. C'est extrêmement important parce que ça veut dire que nous, notre but, c'est de porter chaque élève au meilleur de ses aptitudes. C'est effectivement de nous insérer dans ce marché global. Nous travaillons très bien avec la Cambridge School qui est juste à côté de chez nous, avec Hermann Oberth, avec Deutsche Schule Bucarest. On a chacun, ce que je veux dire, c'est que nous avons chacun des offres complémentaires en fait. L'offre signature du lycée français, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que nous tenons comme promesse aux parents d'élèves ? D'abord, c'est un établissement international. Votre enfant, si vous l'inscrivez au lycée français, il ressortira en étant au moins trilingue. Évidemment, en français, bien sûr, c'est la majorité des heures de cours. En anglais, on a un bac français international avec une section américaine. Donc nos élèves sortent en terminale, ils sont bilingues en anglais. Et puis, bien sûr, en roumain, puisqu'on a un enseignement de roumain de la petite section jusqu'à la terminale qui est proposée. Et bien sûr, on a l'allemand ou l'espagnol qui est aussi proposé. Donc, on a des élèves qui s'insèrent dans les plus grandes universités partout dans le monde. On a un élève de terminale là, qui est pris à Oxford, on a appris cette très bonne nouvelle. 2 qui sont pris à la Bocconi à Milan. Un qui sera pris, je pense, à King's College, et puis bien sûr une majorité d'élèves qui vont aller à la Sorbonne et dans des grandes classes préparatoires en France. Donc ça, c'est le premier élément de notre signature. Et puis l'autre élément, c'est que nous formons des élèves qui ne sont pas simplement des élèves qui sont excellents académiquement, ce sont des élèves qui ont des valeurs, qui savent travailler en mode projet. On fait beaucoup de projets sur la citoyenneté. Les élèves les font. On a une démocratie scolaire très active. On demande à tous les membres de la communauté, les parents, mais en particulier les élèves, de donner leur avis sur tout. Alors ça passe des menus de la cantine jusqu'à quelle option on va ouvrir, jusqu'à quel projet d'activiste on va faire venir au lycée pour parler de l'égalité femmes-hommes, par exemple. D'accord. Alors, si vous le voulez bien, penchons-nous maintenant un peu, élargissons la discussion sur les nouveaux outils de communication dont on avait parlé lors de notre premier échange. À ce moment-là, on avait parlé de l'interdiction des smartphones, qui était déjà une réalité, au lycée également. Et désormais, je ne vous apprends rien, c'est l'accès aux réseaux sociaux qui est devenu interdit au moins de 15 ans en France, et qui a suivi l'exemple de l'Australie. Je crois en Australie, c'est jusqu'à 16 ans. Hein. En France, c'est 15 ans. Alors, c'est passé. Je crois que ça attend peut-être la confirmation du Sénat. Je ne suis pas complètement sûr. On attend le décret d'application. Le décret d'application. Donc, est-ce que vous l'appliquez déjà ou comment vous positionnez aussi par rapport à ça ? Alors, en fait, on est une école française, donc on applique les principes français, mais bien sûr que ça dépendra aussi de la loi roumaine. Je veux dire que l'interdiction d'accès aux réseaux sociaux pour les enfants de 15 ans, ça c'est en France, mais je veux dire TikTok Roumanie fera ce qu'il voudra et appliquera la législation roumaine. Et vous également, au sein de votre établissement ? Mais nous également, mais en tout cas, nous dans notre établissement, ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas s'appuyer sur la loi française qui s'applique à TikTok, à YouTube, à Facebook, etc. En tout cas, moi j'ai suivi avec un grand intérêt les travaux de la commission écran, de la commission TikTok, et j'ai été très impressionné en fait par la qualité des débats, et je suis resté, comme l'a souligné la rapporteuse Laure Miller, inquiet en fait du manque de transparence de certaines plateformes comme TikTok. Et là, c'est un message que j'adresse aux auditrices et aux auditeurs. Il faut bien comprendre que les enfants sont exposés, les enfants, les adolescents sont exposés à des plateformes dont le but, c'est de maintenir l'attention et de garder l'enfant captif, si je puis dire, le plus possible. Quitte à présenter des contenus toxiques, des contenus qui vont peut-être renforcer éventuellement des idées suicidaires. Donc, dans l'établissement, notre politique, elle est en 3 points. D'abord la pédagogie, ensuite la pédagogie et enfin la pédagogie. Je veux dire, pour les parents d'élèves, nous menons des ateliers avec les parents d'élèves sur l'intelligence artificielle, sur les réseaux sociaux, pour expliquer et rappeler des règles simples. Pas d'écran avant 2 ans.
pas plus de 20 minutes d'écran quotidien entre 3 et 6 ans, et ensuite pas plus d'1 heure. Rappelons que pour les adultes, c'est bien de ne pas dépasser les 2 heures d'écran à usage récréatif. On rappelle ces règles-là, on fait des ateliers, on s'aperçoit en discutant avec les élèves, les collégiens en particulier, qu'on a un problème très clair. On a des élèves qui dépassent largement les 2 heures, très largement même pour certains. Donc là, le défi, c'est d'abord de faire vivre l'interdiction qui a cours dans l'établissement. Pas de téléphone portable dans l'établissement. Avec une tolérance pour les lycéens. Jusqu'à 18 ans. Avec une tolérance au foyer pour les lycéens. Quand vous dites au foyer ? Il y a un foyer des lycéens, une salle qui leur est réservée. Là, ils ont une tolérance là-dessus. En tout cas, tout ça, ça passe par beaucoup de discussions avec les élèves, par l'organisation de défis, où on regarde les bilans hebdomadaires des téléphones portables et de la consommation d'écran par semaine. On propose une offre extrêmement développée pour favoriser la socialisation. On a mis en place des midis sportifs sur la pause méridienne pour que nos élèves ne soient pas tentés d'aller se cacher dans un coin pour regarder leurs écrans. En tout cas, je constate qu'on a un vrai problème épidémiologique. Pour moi, on en est là. C'est-à-dire qu'on a des élèves qui sont accros, qui sont d'autant plus accros que nous, en tant qu'institution scolaire, nous favorisons d'une certaine manière les écrans parce que toutes les notes, tous les changements de salle, d'emploi du temps passent par une application dédiée. Donc les élèves sont finalement incités à utiliser leur téléphone. Donc on doit désapprendre en fait à se servir des téléphones. Et je crois que au-delà de la pédagogie qu'on fait, que les lycéens font auprès de leurs camarades de collège et de primaire, et d'ailleurs ils le font beaucoup mieux que nous parce qu'ils sont beaucoup plus aguerris que nous sur les téléphones, on va aller, je pense, sur l'adoption d'un geste très simple quand on rentre dans l'établissement. J'espère à partir du 1er septembre. L'idée consiste à s'inspirer de l'exemple d'autres établissements, notamment je pense à des établissements parisiens. On glisse son téléphone dans une enveloppe hermétique, magnétique, qui se verrouille magnétiquement à une borne à l'entrée de l'établissement. Et ça veut dire que pour retrouver son téléphone, enfin plutôt pour y avoir à nouveau accès, eh bien quand on sort, on peut déverrouiller cette enveloppe magnétique et hermétique. Donc l'idée, c'est d'aller sur ce geste qui rappelle à chacun que c'est pas rien en fait ce qu'on a entre les mains et que on doit se déshabituer en fait des écrans. Oui. J'en parlais aussi récemment avec une ophtalmologue qui me disait que il était très important, comme vous le dites, de faire attention à ces écrans parce qu'ils développaient, notamment chez les enfants, une myopie précoce. Même un rapport récent disait que les adultes, en 2050, la moitié d'entre eux seraient myopes. Donc c'est assez également alarmant à ce niveau-là. Mais comme vous le dites, pédagogie, c'est le plus important. Il ne s'agit pas de complètement interdire tous les outils numériques qui ont beaucoup d'effets positifs par ailleurs. Alors, autre thématique que nous avions abordée il y a 2 ans, celle de la surcharge d'activité pour les élèves. Une tendance particulièrement forte en Roumanie où beaucoup de parents souhaiteraient que leur enfant soit à la fois champion d'échecs, champion d'athlétisme et premier aux Olympiades de mathématiques. Alors, comment, de votre côté, vous gérez ce type d'exigence qui, vous m'en parliez en préparant cette émission, a également des côtés positifs. Il y a une vraie implication des parents. Mais d'abord, ces exigences-là, je dirais, bien roumaines, de faire que l'enfant soit bon partout, excellent partout. Et comment vous pouvez gérer ça ? Il y a une culture effectivement très compétitive à Bucarest, en tout cas, dans les élèves que je rencontre, avec beaucoup de pression scolaire, beaucoup d'ambition scolaire, beaucoup de cours particuliers qui sont donnés, beaucoup de pratiques de compétition dans les sports. Tout d'abord, nous favorisons une offre sportive, par exemple, mais une offre aussi en termes d'options qui permettent à chaque élève de s'épanouir. Je vous donne un exemple. On a développé une option qui s'appelle Sport Nature,
dont le but c'est de favoriser la maîtrise des rôles d'arbitre, de favoriser la maîtrise de projet. On organise une semaine, un raid sportif pendant une semaine. Donc les élèves se chargent de cette organisation. Le but c'est de travailler des sports collectifs, de relais. Donc vous voyez, on est vraiment sur quelque chose qui est de l'anti-compétition. On travaille des pratiques artistiques, on fait venir des grands artistes dans l'établissement avec des résidences pendant 5-6 semaines. Les élèves font des projets collectifs. D'abord, c'est faire des propositions qui donnent à chaque élève l'occasion de s'épanouir, mais qui soient aussi un peu des contre-propositions, ou du moins qui permettent de faire un pas de côté. L'autre aspect, c'est que nous devons limiter. Parce que, et c'est très difficile avec certains parents d'élèves, parce que pour certains parents d'élèves, il serait essentiel que leur enfant participe à toutes les Olympiades de mathématiques pour être un champion des mathématiques, par exemple. Là, nous avons tendance à dire que il faut que cet élève soit bon en classe, que les mathématiques à la française, c'est beaucoup de recherche, de résolution de problèmes, et c'est des mathématiques peut-être moins académiques que celles que certains parents ont pu connaître. Donc il y a tout un travail d'explicitation, et c'est pas simple en fait. On doit résister à une forme de pression. Parce qu'une majorité des parents avec qui vous traitez sont roumains. Ouais. Et donc ils viennent d'un système éducatif qui favorisait une forme de compétition scolaire. Alors, ils en sont très heureux, hein. Ils nous disent qu'ils choisissent le lycée français parce que c'est une autre approche. Néanmoins, quand on a été instruit dans un système éducatif, il y a une forme d'habitus culturel qui persiste. Et puis, on a des sportifs de haut niveau. Je pense à un de nos élèves de terminale qui a été pris dans une grande université américaine parce qu'il va participer à Roland-Garros. C'est un excellent tennisman. Là, pour évidemment les profils sportifs, on a quelques sportifs de très haut niveau dans l'établissement. Évidemment qu'on adapte, on fait des parcours à la demande pour permettre à ces élèves-là de participer à leurs entraînements et aux compétitions sportives. C'est du sport-études, comme disait à mon époque. Exactement, ça rappelle le sport-études, sauf que on a du mal à avoir des partenariats avec les différentes fédérations sportives roumaines. Mais voilà, on s'adapte et on fait en sorte de permettre à des élèves qui ont des talents d'exprimer leurs talents et de les vivre. Pourquoi vous avez du mal à avoir des partenariats avec des fédérations sportives roumaines ? Parce que c'est moins dans la culture roumaine d'avoir des liens avec les écoles, et aussi parce que par rapport aux écoles roumaines, on a un rythme très atypique. Nos élèves, nos lycéens, ont cours de 8h30 à 17h30. En Roumanie, les lycéens ont cours soit le matin, soit l'après-midi. Et donc, les fédérations sportives mettent leurs entraînements soit le matin, soit l'après-midi. Et donc, on a du mal à avoir ces liens, et le dialogue est parfois pas simple. Mmh. Quels sont vos projets à court et moyen terme pour le lycée ? À court terme, le projet, c'est un projet, je dirais, d'amélioration continue. C'est-à-dire que notre établissement va de l'avant, il est dynamique, mais je crois qu'on doit faire un effort sur une forme d'innovation pédagogique. On a mis en place, dans le cadre de notre politique d'excellence, des salles modulaires avec du mobilier qui permet aux professeurs de changer la disposition de la classe. Les élèves peuvent passer en un claquement de main, pour ainsi dire, d'un travail individuel, donc la classe bien rangée comme on l'a connue quand nous étions élèves, à des tables qui s'assemblent pour travailler à 2, à 4, à 6, des élèves qui travaillent debout contre un tableau blanc ou avec 4 ou 5 tableaux blancs. L'idée, c'est de répondre à des difficultés de concentration que connaissent nos élèves, dues sans doute aux écrans en particulier, mais il y a d'autres facteurs. Ça, vous le voyez clairement. Ça, c'est indéniable. C'est indéniable, et c'est un facteur qui s'accroît sur les plus jeunes. On constate que nos élèves de cycle élémentaire, d'une dizaine d'années, sont un peu en retrait sur leur capacité de concentration par rapport à leurs aînés d'il y a 6 ans, ne serait-ce que cela. Donc on répond à ça en faisant de l'innovation pédagogique. On répond aussi à un besoin, je pense, de favoriser des filières scientifiques et technologiques. Donc on a ouvert cette année un enseignement de programmation en spécialité, en première et en terminale. Voilà, et on va aller plus loin dans cette direction. À moyen terme, pour revenir sur la question du marché dont vous nous parliez tout à l'heure, il y a un vrai dynamisme. Je pense qu'on a un potentiel pour ouvrir une classe de plus par niveau.
C'est-à-dire que là, nous sommes à 3 ou 4 classes par niveau. L'idée, ce serait d'arriver d'ici une quinzaine d'années. Quand vous dites par niveau, ça veut dire qu'en maternelle, par exemple, on a 3 classes de grande section. D'accord. Ça veut dire qu'en 6e, on a 4 classes de 6e. Je pense qu'on aura le potentiel pour arriver respectivement à 4 et 5 classes. D'accord. Donc, on réfléchit à construire un nouveau bâtiment pour une maternelle, par exemple. Alors, on ne sait pas où, peut-être dans le centre de Bucarest, peut-être juste à côté de chez nous. En tout cas, on constate que l'établissement a un nombre d'élèves qui s'accroît. On a une offre éducative et pédagogique qui plaît, avec une qualité qui se maintient, voire qui s'accroît. Vous avez presque une liste d'attente ? On a presque une liste d'attente. En tout cas, on constate avec des partenariats qui marchent bien, avec d'excellentes crèches francophones comme la Maison Bleue ou la Petite Maternelle, que voilà, on a passé des accords. Les élèves qui vont dans ces crèches-là ont ensuite leur place assurée au lycée français Anna de Noailles quand ils arrivent en CP ou en grande section. Et donc, on constate qu'on a, beaucoup d'élèves qui frappent à notre porte et une légère hausse de nos effectifs. Nous sommes limités en place à l'heure actuelle. Et je pense que avoir un bâtiment de plus, ça nous permettrait aussi de grandir en termes de taille critique, d'avoir plus de compétences spécifiques, pour faire encore mieux et plus d'innovation. Ce que vous me dites me fait penser à votre collaboration avec l'École française internationale également. EFI, comment ça se passe ? Eh bien, je dois dire que c'est l'ombre au tableau. C'est-à-dire que nous avions un accord similaire à celui que je citais avec les autres crèches. C'est-à-dire qu'on reprenait les élèves de l'EFIB en 6e, nous les accueillions, il y avait tout un travail en amont sur la pédagogie pour faire en sorte que cette transition se passe bien. Le groupe Odyssée, pour des raisons qui lui appartiennent, a unilatéralement mis fin à cet accord. Et j'en suis absolument désolé parce que... Donc, le groupe Odyssée qui gère les qui gère les FIB et qui a annoncé aux parents d'élèves que là, dans quelques mois, finalement, ils allaient ouvrir une classe de 6e. Donc, j'espère qu'ils auront toute l'expertise nécessaire pour recruter la dizaine de professeurs qui convient pour ouvrir une classe de 6e, avoir toutes les installations afférentes en termes sportifs, de laboratoire. Enfin, ça, c'est leur responsabilité. Mais voilà, c'est un petit peu dommage parce que, bien sûr, on avait, moi je crois, une collaboration très bénéfique et très claire aussi pour l'ensemble des familles. Comment appréciez-vous votre séjour en Roumanie, vous personnellement ? Vous êtes bien à Bucarest ? Ouais, moi je suis vraiment très bien à Bucarest. J'ai beaucoup de chance en fait. Je suis venu ici, c'est ce qu'on se disait il y a 2 ans, sans rien connaître au pays, ni pour ainsi dire à la culture. Et en fait, je découvre un pays avec une histoire extrêmement riche, avec un passé commun avec la France extrêmement intéressant. Je suis littéraire de formation et je découvre des liens passionnants entre des auteurs que j'affectionne et la Roumanie. Je pense qu'on va faire quelque chose autour de Marcel Proust, travailler sur les liens qu'il a eus avec la Roumanie. Voilà, moi, c'est un pays que je commence à beaucoup affectionner. Ouais. Ouais. Et donc, je disais en introduction, vous êtes professeur de lettres. Être proviseur de lycée vous plaît particulièrement ? Est-ce que l'enseignement, c'est quelque chose que vous avez mis de côté ? Vous y reviendrez ? Quel rapport vous avez avec le professorat ? La classe me manque. En fait, moi, j'adorais faire Vous me le disiez déjà il y a 2 ans. Ouais, j'adorais faire la classe. J'aime. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui me manque parce que c'est d'abord très beau. Il y a des moments où des élèves comprennent quelque chose, apprennent quelque chose. C'est une grande joie collective. Et puis, c'est un jeu formidable. Donc, la classe me manque. En tant que proviseur, je découvre... je fais plein de choses dans la même journée. Plein de choses très différentes. Plein de choses passionnantes. Et avoir la responsabilité d'un établissement comme le lycée Anna de Noailles, c'est une grande chance. Et c'est aussi une grande émotion. Parce que... Je découvre une pépite, en fait, au sens où l'éducation s'est fondée sur la confiance. La confiance que les parents nous portent
à nous en tant qu'éducateurs, la confiance que les élèves nous prêtent aussi, parce qu'on doit les emmener, on doit leur faire désapprendre des choses qu'ils croyaient savoir. Enfin, c'est un processus très complexe. Et je découvre, je ne sais pas comment le dire autrement, c'est peut-être un peu naïf, mais beaucoup d'amour. Beaucoup d'enthousiasme pour les parents qui nous choisissent, pour les élèves du coup qui sont extrêmement investis, qui sont pour l'écrasante majorité d'entre eux très contents d'être là, toujours partants pour faire des projets. Donc c'est un bouillonnement en fait, bouillonnement d'idées, une liberté incroyable pour faire des nouveaux projets, pour découvrir des nouvelles choses. Donc c'est passionnant et puis très intéressant parce que du coup, je découvre plein d'aspects de la société roumaine. Je discute avec plein de gens différents. Comment devient-on proviseur d'un lycée français à l'étranger? J'imagine que les places sont chères. Oui, il y a un processus de recrutement qui est... Depuis le ministère de l'Éducation? Oui, c'est-à-dire que je suis employé... Spécifique, un processus de recrutement spécifique pour les lycées français de l'étranger, non? Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on candidate auprès de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, qui nous fait passer un ou plusieurs entretiens. Pour devenir proviseur à l'étranger, il faut déjà l'avoir été en France. Vous aviez été proviseur adjoint? J'avais été proviseur adjoint, puis proviseur. Ah, et puis proviseur, d'accord. Ouais. Okay. J'ai 9 ans d'expérience en France. Donc j'ai été choisi, j'ai eu cette chance. C'est un processus de préparation. Et oui, il faut faire un grand pas de côté parce qu'il y a une partie très diplomatique. Je représente une certaine image de la France, quelques intérêts français sur les questions éducatives et je m'inscris dans la politique de l'ambassade de France, bien sûr. Il y a une question de diplomatie quotidienne, si je puis dire. Il faut faire preuve de beaucoup de force de conviction, convaincre les parents qui administrent l'établissement de bien vouloir donner des moyens, de bien vouloir croire que la politique éducative que nous mettons en œuvre est la bonne. Donc c'est un métier absolument passionnant, peut-être un peu plus complexe qu'en France, mais avec de grandes satisfactions. Ouais. Dernière question, Simon Valette. 2 messages à nos auditrices et auditeurs qui sont, pour beaucoup d'entre eux, parents. Des messages très simples. Je crois qu'on soit parent d'un élève de petite section qui a 2 ans ou parent d'un élève de terminale qui en a 18, je crois que le moment essentiel dans le soir, peut-être à l'occasion du repas, c'est celui où on va poser la question à son enfant qu'est-ce que tu as préféré dans ta journée à l'école s'il est petit, ou à son élève à son enfant en terminale, voilà comment ça s'est passé aujourd'hui pour toi. Parce que valoriser son apprentissage, valoriser ses apprentissages linguistiques en particulier, parce qu'on a pas mal d'enfants qui ne parlent pas du tout le français à la maison, mais le roumain, c'est extrêmement important, donc y compris pour les plus grands, et on a peut-être parfois tendance à l'oublier. L'autre chose, c'est moins une injonction que, peut-être un message. L'éducation, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment fondé sur la confiance. C'est un processus très sensible. Et donc, c'est beaucoup d'attention et c'est beaucoup de dialogue. Bien sûr, avec le premier intéressé qui est son enfant, mais qui est aussi le dialogue avec les autres parents d'élèves. Comment ils s'y prennent, on échange des expériences. Puis le dialogue avec l'établissement, avec les professeurs, avec éventuellement la direction. Parce que les élèves changent, chacun est différent. On a besoin de tous... partager nos regards sur les élèves. Je crois qu'on est sorti d'un modèle descendant où en gros l'institution, le lycée, du haut de son savoir académique, savait mieux que les autres, savait mieux que les parents et savait mieux que les élèves. Oui, bien sûr, il y a des savoirs à transmettre, mais en réalité, le monde est si complexe, ce qu'on demande à nos enfants est si complexe qu'il faut tout le temps rester en réseau et tout le temps échanger les uns avec les autres. Parfait, merci Simon Valette, ça a été un plaisir de vous avoir pour une seconde fois. Bonne continuation au lycée français Anna de Noailles de Bucarest et à bientôt. Merci Charles-Laurent, à très bientôt. À bientôt. Chères auditrices, chers auditeurs, c'est tout pour ce soir. Nous vous souhaitons un bon week-end. Week-end Placoute. Au revoir.